le docteur Sacha Musso, qui est chirurgien thoracique au centre hospitalier Marie Lannelongue, dont vous connaissez l'importance de l'activité en transplantation monopulmonaire, bipulmonaire et cardiothoracique, et qui va nous parler du système de perfusion extracorporelle dans le reconditionnement des organes et du poumon avant la transplantation. Merci Emmanuel pour cette introduction. Messieurs les académiciens, Monsieur le Président, merci pour cette invitation à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur à Marie Lannelongue. Donc j'ai malheureusement pas assez de conflit d'intérêt pour changer de voiture trop souvent. Voilà. Donc je me permets de faire un petit rappel historique, parce que tout le monde n'est pas transplanteur hépatique dans l'assistance. Donc les premières transplantations de l'ère moderne, c'est les années 80, donc à Toronto, les premières avec des survies importantes. Je parle plus fort. Ensuite, donc, les premières transplantations en France, c'est 84-86, avec des évolutions techniques au départ. Donc, en fait, ça a été la transplantation cardiaque, puis cardiopulmonaire qui a été inventée avant la transplantation bipulmonaire qui a été faite en monobloc d'abord, puis a été inventée la transplantation bipulmonaire séquentielle. C'est en fait quelque chose d'assez simple qui consiste à enlever un poumon, remettre un poumon, enlever l'autre poumon, remettre un deuxième poumon, et vraiment pour être plus enfant, quand il est 6 heures du matin, après 15 heures d'intervention, enlever des morceaux du poumon, des nouveaux poumons qu'on a mis parce qu'ils étaient trop grands. Ça s'appelle la cerise sur le gâteau. Il y a eu également plein de variantes techniques. Il y avait le problème de la vascularisation bronchique. Les artères bronchiques n'étaient pas étaient revascularisées au départ, donc ça a rajouté une complexité importante dans la chirurgie, avec des résultats assez impressionnants, mais quand les artères bronchiques se bouchaient, des catastrophes. Et je crois que M. Andréassian a sans doute quelques exemples en tête, puisqu'il a connu cette époque. J'ai eu la chance d'y échapper. On a inventé ensuite la transplantation, donc c'était fait sous CEC dès qu'on avait un certain degré d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'hypoxie trop profonde. Et puis l'ECMO s'est invité pour simplifier la procédure. Devant les succès progressifs de cette transplantation qui quand même conserve les plus mauvais résultats de transplantation d'organes solides, si on met à part l'intestin grêle, cette chirurgie a progressé et le nombre d'inscriptions sur liste augmente, ce qui fait qu'on a une pénurie relative. On n'est pas du tout à 4 receveurs pour un donneur, on est plutôt à 1,8, 2,1 si on regarde la France entière, avec une durée d'attente pour un bipoumon de 3 mois et demi en France, qui me paraît assez tolérable. La mortalité à 90 jours reste quelque chose d'élevé, c'est-à-dire 15%, c'est pas négligeable, principalement lié à ce qu'on appelle la défense primaire du greffon, qui est un fourre-tout nosologique qui inclut des problèmes certainement immunologiques, mais infectieux ou des problèmes techniques. Mais en 10 ans, on est passé de 30% de défense primaire du greffon grade 3, enfin grade élevé, à 15%, on a divisé par 2, mais on n'arrive pas à passer en dessous de 15%. Et le résultat est le suivant, donc c'est qu'on a la même survie que le cancer du poumon opéré, facile à retenir, 50% à 5 ans, et on n'arrive pas à décoller vraiment de ce résultat quand on regarde les séries internationales. Et la mortalité sur liste, donc 18 à 20%, c'est des chiffres un peu pessimistes pour être très, mais on est plutôt autour de 10% actuellement. Mais il y a donc quand même une mortalité sur liste, donc ça reste un problème, pas majeur, mais un problème indiscutable. Donc c'était le conditionnement ex vivo pulmonaire, le reconditionnement, on peut l'appeler de façon différente si on veut. Eh bien en fait c'est une perfusion ex vivo sur un organe donc isolé, normothermique. Donc l'organe est perfusé au niveau des vaisseaux et ventilé au niveau de la trachée. Et c'est principalement un moyen d'évaluer objectivement la fonction du poumon, bien plus qu'une véritable optimisation, en tout cas en 2015 et dans nos mains. Le but de ce conditionnement, c'est de lutter contre la pénurie de greffons, puisque des greffons qui vont être refusés par tout le monde, eh bien on va les récupérer et les remettre comme ceux que Benoît a montré au niveau des reins. Et il y a également un deuxième effet vertueux de cette histoire, c'est que des greffons, il y a un moyen de sélectionner de meilleurs greffons ou de bons greffons. Donc c'est un moyen d'améliorer les résultats de la transplantation par un effet en fait totalement indirect, c'est qu'on sélectionne mieux les greffons. C'est pas qu'on les améliore en fait, si on veut être très sincère. Pour donner quelques
quelques chiffres. Eh bien, le prélèvement pulmonaire est le parent pro du prélèvement chez les donneurs en état de mort encéphalique qui sont pour l'instant la seule source de greffon pulmonaire. Le donneur vivant, c'est quelque chose qui actuellement est abandonné dans les faits et ça me paraît une très bonne idée que ça soit abandonné. Le donneur décédé par arrêt cardiaque, c'est quelque chose qui va commencer dans les semaines, mois à venir, donc c'est pour l'instant pas une réalité. Vous avez donc les chiffres 2009 par exemple, vous voyez que sur un peu moins de 1500 donneurs en état de mort encéphalique, il y a moins de 237 donneurs qui vont être prélevés d'au moins un poumon. Donc c'est-à-dire grossièrement entre 16% et on est rarement au-delà de 18% par an. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de greffons de poumons qui ne sont pas prélevés. La majorité ne sont pas prélevés, la majorité ne sont même pas proposés, comme vous allez le voir. Le donneur optimal, la colonne de gauche, donc ça c'est le vocabulaire français, bien sûr, parce qu'on n'a pas pris le vocabulaire anglo-saxon, c'est trop facile. C'est un donneur où tous les critères que vous voyez listés là sont inclusifs. C'est des et moins de 56 ans et un rapport P sur F à 400 mm de mercure et un donneur non fumeur, etc., etc. Donc si on garde ce donneur optimal, ce donneur idéal ou optimal, là on est un peu dans le synonyme, eh bien grossièrement c'est 2 greffons par an, 2 greffes par an. Les chirurgiens thoraciques qui font la transplantation seraient moins fatigués s'ils se contentaient de ça. Le donneur marginal des Français, qui est le donneur exclu des anglo-saxons, eh bien c'est des donneurs de plus de 70 ans ou qui ont un P sur F, un rapport de pression partielle d'oxygène dans le sang artériel sur une FiO2 à 100% par exemple, qui a moins de 200 mm de mercure. Ceux-là ne sont même pas proposés la plupart du temps pour le prélèvement. Et au milieu, eh bien, il y a ce qu'on appelle les donneurs à critères élargis. En fait, c'est basé sur la même terminologie que nos amis urologues. Les marginal donneurs des anglo-saxons, c'est ça là on sombre dans le faux ami, mais en français c'est les donneurs à critères élargis, comme on a à l'Académie française de chirurgie, je pense qu'on peut en parler en français. Là c'est quand c'est tous ces donneurs qui ont un critère ou plusieurs critères de marginalité, donc ils ont plus de 55 ans, ils ont un P sur F à moins de 400 mais à plus de 200, ils ont une radiographie pulmonaire normale où il y a des stigmates d'inhalation dans leur histoire ou dans leur imagerie. Bien, ceux-là sont des donneurs marginaux. Alors que deviennent-ils? Eh bien, vous voyez que quand on propose, quand l'agence de biomédecine propose des poumons, eh bien, les donneurs optimaux sont proposés dans tous les cas et sont prélevés. Pas dans 100%. Vous voyez qu'au passage, dans cette année-là, c'était 2010, je crois. Eh bien, il y avait sur les 61 donneurs optimaux, il y en a 4 qui n'ont pas été prélevés. Je ne sais pas pourquoi. C'est impossible de le savoir d'ailleurs. Les donneurs marginaux, eh bien là aussi, c'est à peu près aussi absurde. Il y en a qui ont été greffés et prélevés. Alors qu'ils ne sont censés pas être proposés. Vous voyez, c'est 2 petits mystères. Quand on regarde les donneurs à critères élargis, eh bien, on voit que la majorité ont été proposés et prélevés, mais qu'il y en a une partie qui, un peu moins d'un tiers, qui sont donc les 71 en question, qui vont être refusés par les 11 équipes de transplantation pulmonaire françaises. C'est cette proportion-là. Ça fait un tiers. Donc ceux-là, ils ont été proposés, personne n'en a voulu, pour parfois de très bonnes raisons, pour parfois des raisons plus discutables. Le principe du reconditionnement, c'est de se dire, eh bien, on a refusé ces poumons sur les critères qu'on a actuellement, qui sont dans la base cristal, l'âge, les antécédents de tabagisme, l'aspect sur la radio, la description de la fibroskopie, etc., les mauvais gaz du sang. Mais en fait, je pense que ces greffons sont bons. On va donc aller les prélever de façon conventionnelle et les mettre sur cette machine, donc les mettre dans une circulation extracorporelle semi-ouverte ou semi-fermée en fonction de l'optimisme, et on va regarder l'aspect de ce greffon, faire des tests radiologiques, on peut faire des radiographies de thorax, on peut mesurer les capacités d'oxygénation de ce greffon, c'est-à-dire on met un pseudo-sang veineux qui rentre dans l'artère pulmonaire de ce greffon, on va le ventiler une fois qu'il aura une température supérieure à 32 degrés, on va le ventiler, on peut le ventiler en air, à 21% d'oxygène, à 40%, à 100%, on peut d'ailleurs faire varier ces FiE qui donnent des renseignements un peu différents sur les capacités du poumon, et on va mesurer la pression partielle d'oxygène dans le sang efférent qui sort de l'oreillette gauche, qui, en fonction des lignes, est ouverte ou fermée, je vais vous le montrer. Et c'est cette delta PO2 qu'on va mesurer. Mais on ne va pas mesurer que ça, on va mesurer la compliance dynamique de ce poumon, la compliance statique, on va mesurer les résistances vasculaires pulmonaires, on peut mesurer plein de choses qu'on n'est absolument pas capable d'étudier actuellement sur un donneur qu'on vous propose.
Les méthodes, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et en l'occurrence à Stickstein ce qui est à Stickstein. Ça a été inventé sans doute par des gens plus anciens, parce que quand on regarde l'histoire de la médecine, on s'aperçoit que personne n'a rien inventé, mais quand on regarde les publications où ça a émergé ou réémergé, c'est Stickstein qui est un chirurgien cardio-thoracique suédois de Lund, même pas la capitale, hein, ville un peu obscure, à part ceux qui connaissent la série Bronn, où cette ville est un peu en exergue. Eh bien, en 2001, il a publié dans le Lancet le premier cas de reconditionnement d'un greffon prélevé chez un donneur décédé après arrêt cardiaque, un Maastricht 3 en fait, bien avant tout le monde, et avec succès. Il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on le croie, malgré ses nombreuses publications, malgré ses nombreuses études sur le gros animal, notamment le cochon. Et en fait, cette technique, elle a réémergé. Donc ça, c'était pendant la publication de Stickstein. Donc il y avait dans Lancet en 2001. Comme Martin Hirsch dans le Lancet pour les actions du vendredi 13, mais là c'était un seul mort. Eh bien, donc il a inventé également un liquide qu'il a appelé modestement par son nom, le liquide de Steen, qui est en fait la solution de Krebs avec quelques intrants, dont je vous montrerai la liste tout à l'heure. Eh bien, ce liquide, il le met dans cette machine. Il rajoute du sang du donneur pour avoir une hématocrite autour de 15%, des antibiotiques, de l'insuline, de l'héparine, et il fait donc tourner ce liquide en augmentant la température pour aboutir à une normothermie. L'oreillette gauche est laissée ouverte, donc il y a une pression négative, enfin nulle dans l'oreillette gauche, pardon. Et donc c'est assez gore parce que donc le sang coule dans cette espèce de boîte et est récupéré, réinjecté dans cette circulation extracorporelle, donc semi-ouverte ou semi-fermée comme vous voulez. Il a également, comme devant le peu de succès, il y a peu de gens qui sont appropriés sa technique, il a pourtant beaucoup bien expliqué, il a fait des workshops, il a un laboratoire dans une ferme à Igelosa, donc tout près de Lund, où il a construit donc un laboratoire hyper moderne et un temple protestant. Donc il a commercialisé une machine, la Vivoline, qui en est à la deuxième version, qui fait cette technique de façon semi-automatisée, mais ça nécessite toujours un perfusionniste et un chirurgien, mais ça permet d'avoir tout ce dont je vous ai parlé dans un seul endroit, avec un consommable et un truc fixe. C'est en fait l'équipe de Toronto, du Toronto General Hospital à Toronto, dirigée par Shaf Kenavji, qui a compris très rapidement que cette technique était promise à un avenir glorieux et qui se l'est appropriée, qui l'a simplifiée, modernisée, qui a testé tous les paramètres. Par exemple, est-ce qu'il fallait mettre du sang ou pas de sang? Mais ils ont démontré qu'on pouvait avoir un liquide acellulaire, que ça marchait aussi bien. Est-ce qu'il fallait le faire en normothermie, en subnormothermie, etc. Donc ils ont montré que la normothermie, ça marchait très bien. Et donc là, par exemple, ils sont en train de tester est-ce que le filtre à déleucocité est important ou pas. Donc voilà. Donc c'est parti du même constat. Ils l'ont modernisé. Donc les principales différences sont par rapport à la technique de Steen. On va dire la technique originelle, c'est l'oreillette gauche est fermée, c'est-à-dire qu'on coud une espèce de collerette en forme de cône sur l'oreillette gauche pour avoir une pression positive dans l'oreillette gauche, ce qui est la physiologie, pour maintenir le capillaire pulmonaire ouvert. Stickstein pense qu'il faut aller jusqu'au maximum, au débit théorique du donneur. Shaf Kenavji pense que 40% du débit théorique du donneur, c'est largement suffisant. Voilà les principales variantes. Et puis donc il y a des constantes ventilatoires protectrices qui sont utilisées dans la méthode Toronto, qui sont moins évidentes dans la méthode de Steen. Voilà ce que ça donne. J'espère que mon film va mieux marcher qu'hier, mais c'est mieux parti a priori. Voilà ce que ça donne. Vous avez donc ce bipoumon qui est ventilé. Donc vous voyez ici la canule qui arrive sur l'artère pulmonaire, l'autre canule qui est cousue sur l'oreillette gauche. Le poumon est ventilé, et tout ça. Et ça, c'est la Toronto Box à usage unique, commercialisée par Ex Vivo, un laboratoire auquel j'ai un petit peu de conflit d'intérêt, qui permet de poser, d'avoir ce poumon en milieu stérile, avec ce truc à usage unique, et qui est assez bien fait, puisqu'il y a un couvercle en deux parties qui permet de bloquer les lignes de perfusion, ce qui permet d'avoir de garder une géométrie des canules parfaite. Et il y a ces petits tuyaux qui sont des lignes de pression qui permettent de mesurer la pression dans le liquide afférent dans l'artère pulmonaire, parce qu'on veut absolument garder une pression dans cette artère pulmonaire inférieure à 20 mm de mercure largement, plutôt autour de 12, et une pression dans l'oreillette gauche autour de entre 3 et 5 mm de mercure.
Le principe, c'est d'éviter, en soustrayant le poumon, soit dans le donneur décédé après la cardiaque ou dans le donneur internement encéphalique, à l'effet de la mort cérébrale, de restaurer une pression normothermique, d'enlever le sang résiduel et tous les éléments de la lignée blanche du sang, d'enlever les éventuels caillots, de permettre des manœuvres de recrutement, de faire des fibroscopies répétées, d'évaluer le poumon, de le palper, de mesurer tous les différents critères dont je vous parlais. Et on peut prolonger ça de façon... donc dans le protocole de Toronto, c'est 4... ils prennent leur décision à la 4e heure, ils peuvent aller jusqu'à 6 heures. Et ils ont démontré expérimentalement qu'on peut continuer 12 heures, 18 heures, sans léser le poumon. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a la circulation extracorporelle, la petite ECMO, et le liquide de, entre guillemets, cardioplégie, le réservoir cardioplégique. Donc on peut bouger pour modifier la pression dans l'oreille gauche. C'est pour ça qu'il est sur un pied séparé. Et vous avez la bouteille de nitrogène, un truc qui vaut une fortune, qui permet de faire ce pseudo-sang veineux mêlé, en fait, l'oxygénateur de la CEC ne sert pas à oxygéner, mais à désoxygéner le liquide. On fabrique un pseudo-sang veineux pour voir les capacités d'oxygénation du poumon en question. Voilà. Voici l'appareil pour les fibroscopies, les équations pour calculer le débit cardiaque. Et donc on est très progressif. Quand on sort le poumon de la glacière, il est à 4 degrés. Le temps de le mettre sur la table, de coudre les différents trucs sur l'oreillette gauche et l'artère pulmonaire, ça prend à peu près 1 heure. Donc il est à 20 degrés. On commence à perfuser à tout petit débit et on va progressivement monter le débit jusqu'à avoir 32 degrés, que le liquide efférent soit 32 degrés. Et là, on va s'autoriser à ventiler le poumon au début très doucement, etc. jusqu'à obtenir un état d'équilibre à 37 degrés. Voilà ce que ça donne. Voilà donc le truc pour faire les fibroskopies. Vous voyez la collerette qui est collée ici, qui est cousue sur l'oreillette gauche, et la sonde d'intubation. Alors, ce qui est intéressant, vous noterez qu'il y a un clan sur la sonde d'intubation parce qu'à tout moment, on fait en sorte de ne jamais perdre, de ne jamais déflater le poumon. C'est-à-dire qu'avant de mettre la sonde, on va clamper la trachée. Il faut que je me dépêche. Donc voilà donc les critères qu'on veut de ventilation. On est dans des ventilations protectrices. Voilà ce qu'on veut à la fin. Voilà ce que ça donne, un peu plus bon. Donc, et surtout, on peut palper le poumon, on peut le sous-peser, on peut le regarder, voir qu'il est léger. Et ça a été publié. On peut l'examiner, on peut le caresser, c'est très doux en fait un poumon. Et donc ça a été publié par l'équipe de Toronto. Ils ont démontré que la survie de ces greffons reconditionnés était identique 1 an après, avec une diminution des déférences primaires de grade 2 et 3, donc ces déférences primaires du greffon qui diminuent la résultat de la transplantation. Voilà ce qui montrait par exemple le donneur avec un mauvais P sur F. Il est mis sur la machine, on peut faire des radios, c'est une radio de thorax sur la machine. 3 heures après, le poumon s'est éclairci, on le transplante et tout va bien chez le receveur. Voici ce que ça a donné sur leur publication originelle, et avec une survie identique chez les donneurs standards et les ELP. L'avantage, c'est que il y a des résultats publiés, c'est peu onéreux. Alors, peu onéreux, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle peu onéreux. Nous, on l'a chiffré, comment ça coûtait en France, c'est autour de 17 000 euros quand même. 17 000 euros en plus, entre le matériel, le produit, le temps humain, médical et paramédical. Mais ça vaut sans doute le coup. Si on a moins de défense primaire du greffon, ça va s'améliorer. Donc on a reproduit cette expérience en une étude avec Foch. On est arrivé à démontrer la même chose. On avait les mêmes résultats. Les Américains, donc ex vivo, étaient obligés d'inventer une machine comme la Vivoline pour pouvoir vendre le liquide de Steen aux États-Unis. Sinon la Food and Drug Administration ne leur laissait pas faire ça. Je donne un dernier exemple dans la vraie vie. Voilà un donneur, Cristal, proposé, qui est marginal. Il a 57 ans, il a fumé 30 paquets années. Il a d'excellents gaz du sang. Vous voyez, donc le P sur F, donc ce critère qui est un critère tabou, il est parfait. Mais malgré tout, les 11 équipes de transplantation refusent ce greffon, en général en disant qu'il est mauvais. Quand on a le scanner qu'on se fait communiquer par quelqu'un qui fume avec son PDA, on voit qu'en fait les 2 lobes inférieurs et surtout le gauche sont très suspects. Et quand on va le récupérer, effectivement le lobe inférieur gauche n'est pas très joli, on le met sur la machine et voici tous les résultats qu'on collationne au fur et à mesure. C'est un peu touffu à lire. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à la 3e heure, on fait les gaz du sang sélectifs dans les 4 veines pulmonaires et on voit que le left lower lobe a un P sur F qui est très défavorable. Donc ce lobe qui a une mauvaise tête dès le départ et à la fin, vous allez voir, il reste mauvais. On peut mesurer également la delta PO2, la compliance, les résonances vasculaires pulmonaires et le taux de glucose dans le liquide qui sort du poumon. Et on a vraiment l'impression que quand le poumon consomme du glucose, c'est qu'il est en train de souffrir.
Voilà la radio avant-après. Vous voyez que le lobe inférieur gauche, c'est pas facile, une radio d'un poumon désincarné à comprendre. Eh bien, il n'est pas beau. On aurait à voir ça, et en fait, on a eu ça. Voilà un petit film, vous voyez le lobe inférieur gauche en question. Donc ça faut me croire sur parole, il est lourd, mais vous voyez très bien l'espèce de contusion de toute la partie postérieure inférieure, il pèse 1 tonne, alors que le reste du poumon est parfait. On prend la décision, peut-être un peu excessive, mais en tout cas, il nous a paru judicieux à ce moment-là, de transférer une monopulmonaire droite avec un greffon. Donc il y a eu une ischémie totale de 11h48, ça serait un rein, ce ne serait pas très grave. Pour un poumon, c'est un peu inhabituel. Le patient a été extubé à J2, il n'a pas fait de déférence pulmonaire du greffon, il est sorti de réanimation au 3e jour, de Marie Lannelongue au 19e jour, et je l'ai revu croisant dans un couloir il y a quelques jours, il va parfaitement bien. Voilà, donc très rapidement un autre, parce que je suis très en retard, excusez-moi, je suis un peu bavard. Donc il y a une autre machine commercialisée par Organ Care System, par Transmedic, qui s'appelle Organ Care System. Le principe est de faire supprimer l'ischémie froide. C'est-à-dire qu'on va avec la machine prélevée, on fait comme un petit flush de pneumoplégie glacée, on sort le pont, on le met sur la machine, et là elle est d'emblée en normothermie, avec un truc totalement automatisé qui perfuse et ventile en concert. Donc ça, la faisabilité a été prouvée par une équipe puis dans le Lancet, c'était faisable. Prenez des greffons parfaits, ça marchait dans 100% des cas. Ils ont lancé un protocole multicentrique international pour comparer cette machine qui vaut 400 000 euros et le consommable vaut à peu près 40 000 euros, pour la comparer à la glacière qui vaut 4 euros, pour voir si ça faisait aussi bien que la glacière. On espère que ça fasse mieux. Et donc il y a eu des études, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc c'est transportable. Et donc ça montrait des résultats au moins équivalent et sans doute supérieur, avec moins de déférence pulmonaire du greffon chez ces receveurs. Donc, hier, c'est-à-dire quand j'étais interne chez M. Andréassian, on proposait des poumons, on avait quelques chiffres, on disait non, il n'est pas bien, au revoir, ou alors on disait il est bien, on va le prendre, on allait le prélever, on le greffait, et ça marchait souvent. Aujourd'hui, soit c'est pas bon, on dit non, on le prend pas, et à ce moment-là, on va le chercher quand même, on le prend et on le met sur la machine en question qui va permettre de mieux l'évaluer. Et si à la fin de l'évaluation, on pense qu'il est transplantable, on le transplante. Et si on considère qu'il est toujours mauvais sur les critères un peu plus objectifs que ceux qu'on avait avant, eh bien, on l'envoie à un anapathe, on ne peut pas le jeter. Et en 2020, donc pour nos futurs chefs de clinique internes, il y aura une 3e voie, ça sera échec d'évaluation, on pourra soigner ce poumon en mettant de l'interleukine 10 par exemple, comme ça a été étudié, médié par des virus modernes. On pourra traiter et vraiment réparer ce poumon pendant sans doute pas 4 heures, mais 6 heures, 10 heures, 12 heures, 24 heures, et à la fin, on dira qu'on l'aura réparé et on pourra le transplanter. Voici ma conclusion, un peu tardive, pardonnez-moi. La réhabilitation ex vivo, c'est le meilleur terme je pense, est une technique reproductible qui permet une augmentation significative du nombre de greffons disponibles, comme l'a montré le papier qu'on avait écrit avec Foch. Clairement, une formation spécifique est nécessaire. Il y a une indéniable courbe d'apprentissage, que si vous y prenez assez mal, vous pouvez détruire un greffon parfait en quelques secondes. Les transplantations réalisées ont les résultats identiques à celles obtenues avec des greffons gérés de façon conventionnelle, et sans doute meilleurs en mieux les sélectionnant, on diminue les différences primaires de greffons sévères. La diminution de la mortalité et de la durée d'attente sur liste est une réalité. Aucune des techniques que je vais montrer n'est comparable en l'état. Aussi bien, on ne peut pas comparer la technique de Stickstein à celle de Toronto et à l'Organ Care System. Et on va sans doute se diriger dans un futur assez proche vers des unités de réparation de greffons pulmonaires peut-être centralisées. Et on va peut-être un jour faire disparaître l'ischémie froide et donc de battre en brèche la loi de Vantoff qui pourtant, auquel Benoît tient beaucoup. Excusez-moi si j'ai un peu dépassé mon temps. Merci Sacha pour ces éléments qui ouvrent des perspectives passionnantes et qui ouvrent la voie d'ailleurs pour d'autres organes, hein, bien évidemment. Donc c'est ouvert à discussion. Pour lancer le débat, je vais te poser une première question. Est-ce que maintenant on a des résultats à plus long terme de Toronto? C'est-à-dire que bien sûr on a envie d'évaluer ces résultats tôt, mais un résultat de transplantation positif à 1 an c'est bien, mais ça n'est pas assez. 5 ou 10 ans ça nous intéresse beaucoup plus, donc où est-ce qu'ils en sont? Et deuxième question, vous êtes donc à 2 équipes sur 11, ouais. Foch et Marie Lannelongue. Où est-ce qu'en sont les autres équipes? Est-ce que tu penses que ça maintenant, ça va se généraliser? J'ai la réponse à ces questions, c'est pas toujours le cas dans les congrès. Donc la première question... Ah oui, pardon, j'ai oublié.
Oui, alors donc Toronto, ils publient un papier tous les 15 jours à peu près. Ils actualisent en permanence leur série. Donc au début c'était les 50 premiers, après ils sont passés à 100, et donc ils ont un recul maintenant. Ils ont publié le recul à 3 ans. Si je me rappelle bien, dernier papier, et donc ils avaient donc des résultats qui se maintiennent, c'est-à-dire que les patients se retrouvent exactement la courbe de survie des greffons, on va dire standards. Je pense que quand ils vont publier les résultats à 5 ans, mais il n'y a pas encore 5 ans de recul publié, je pense que la survie sera légèrement meilleure puisqu'ils ont éliminé les défenses, ils ont diminué le pourcentage de défense première de greffons grade 2 et 3 dont on sait que ça diminue la survie de ces greffons à long terme. Donc, comme ils ont diminué ces trucs, par définition, ces greffons-là vont avoir théoriquement une meilleure survie. On va le démontrer. Stickstein, qui avait été extrêmement prudent, lui, il avait fait une première fois sur un donneur décédé à cardiaque, mais ça avait été un peu traumatisant, semble-t-il, pour les équipes là-bas. Et donc, après, il est passé au donneur d'aide encéphalique récusé par l'ensemble de la Suède et Eurotransplant, et il a fait 6 transplantations. Il a prélevé 6 greffons. Il y a eu 4 réhabilitations qui ont été un succès. Donc il avait 4 transplantations. Et il a arrêté jusqu'à ce qu'il ait, je crois, 4 ans de recul. Et il a démontré que ces receveurs avaient les mêmes suites que les receveurs standards. Donc ils ont démontré qu'il n'y avait pas de non-infériorité. Et nos amis canadiens sont en train de démontrer qu'il y a une supériorité qui n'est, je pense, pas liée intrinsèquement à l'amélioration du graphon, mais c'est simplement à la meilleure évaluation de ce greffon. C'est que les greffons mauvais, ils vont finir à la poubelle, alors que sur les critères habituels, on les aurait transplantés. Deuxième question, c'était nombre d'équipes. Oui. Alors, nous, on pense qu'il y a là assez d'arguments pour dire que c'est du soin courant. Et d'autant plus que toutes les machines que je vous ai montrées ont le marquage CE. Donc vous pouvez vous les acheter et le faire dans vos services respectifs, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il faut en avoir, il faut s'entraîner, il faut maîtriser. Mais l'ANSM, l'ABM ne peuvent dire vous n'avez pas le droit de le faire, ça, vous pouvez le faire. Le problème, c'est que c'est pas remboursé. Hein, et lui, il y a un surcoût de 17 000 € si on fait un peu attention et beaucoup plus si on merdoit. Pour l'instant, il n'y a pas de remboursement. On a été moins bon que nos amis urologues avec leur machine à perfusion de rein. Mais Foch est en train de faire l'étude médico-économique pour avoir des arguments pour que les tutelles incluent une espèce de forfait machine. Voilà. Et il y a un protocole qui est entre Lyon et Grenoble où ils vont lancer avec la Vivoline 2, ils vont lancer ce protocole. Mais je pense qu'on peut considérer que c'est du soin courant et c'est ce qu'on avait convenu aux 11 équipes. Donc n'importe quelle équipe peut se dire, eh ben voilà, je commande des Toronto Box sur Internet et je m'y mets. Oui, Emmanuel. Dans ces études qui comparent donc la perfusion avec le seul groupe logique de comparaison qui sont les greffons à critères standards, on est bien sûr que les receveurs, le groupe des receveurs est bien appareillé. Tout à fait. C'est dans le New England. Hein, donc, c'est une bonne méthodologie. Tout peut arriver, mais même dans le New England, mais les receveurs il n'y avait aucune différence. Et d'ailleurs, un truc marrant, dans Stickstein, eux, ils imitaient pour que les patients ne soient pas au courant. Ça me choque pas, mais de quoi ils recevaient. En France, c'est pas possible. Hein. Les patients doivent être inclus, les protocoles doivent être d'accord pour recevoir un greffon reconditionné, si on attend soit peu être rigoureux. Benoît Barou nous a parlé tout à l'heure de l'utilisation d'hémoglobine animale issue des vers marins en matière de greffe de rein. Est-ce que c'est utilisé en matière de greffe de poumon? Alors, c'est pas été utilisé en clinique, mais il y a eu beaucoup d'études, dont Mathieu Glorion, que tu connais peut-être, a beaucoup travaillé là-dessus, sur un modèle de translation monopulmonaire gauche sur le cochon. C'est tout à fait intéressant. En fait, on a l'impression dans la technique actuelle qu'un transporteur d'oxygène n'est pas nécessaire, mais c'est peut-être une fausse impression. L'endodème du poumon étant un peu particulier. On n'a pas l'impression que ça ajoute quelque chose en expérimental. Et en clinique, ça n'est pas utilisé, mais c'est une voie évidente d'amélioration. Bon, merci beaucoup Sacha, on ne va pas trop traîner parce qu'on n'est pas très en avance.